Bienvenue sur La nymphe et la sorcière, le podcast où les expertes d'aujourd'hui racontent les héroïnes d'hier. Pouvez-vous me citer une femme capitaine de navire dans l'Antiquité ? Elle s'appelle Artémisia. Elle a le même prénom mélodieux que d'autres figures féminines badass, de la déesse de la chasse Artémis à la peintre italienne de la Renaissance Artemisia Gentileschi. Artémise Ière, ou Artémisia en grec, n'était pas simplement reine d'Halicarnasse, mais bien tyran, ou plutôt tyranne si nous devons initier un féminin. Dans l'Antiquité grecque, Artémisia dirigeait une cité sur la côte occidentale de la Turquie, dans une région appelée la Carie, un territoire sous influence grecque mais sous contrôle de l'empire perse, achéménide, basé en Iran. Alors que les guerres entre les Grecs et les Perses font rage, Artémisia Ière mène une flotte de 5 navires perses contre l'armée grecque et s'en sort par l'intelligence, la stratégie, la ruse. Je vais être honnête, je ne connaissais rien de ce personnage avant cet épisode et elle m'a fascinée. Artémisia incarne tout ce que les Grecs détestent, ce qui, je vous l'avoue, me l'a rendue passionnante. C'est une femme stratège, une femme souveraine, une femme guerrière, une femme capitaine. Une femme barbare, aussi, du point de vue grec, une femme qui non seulement les humilie dans un combat naval, mais qui surtout questionne leur code de ce que doit même être une femme. Enfin bref, Artémisia a tout pour vous plaire. Pour parler d'elle, j'ai invité Joy Riveau. Joy est historienne, enseignante, autrice et créatrice de contenu. Docteur en histoire, civilisation et archéologie des mondes antiques, Joy est chargée de cours à l'université Bordeaux-Montaigne. Spécialiste des cultes en Carie, la région d'Artémisia, Joy est l'autrice de plusieurs ouvrages, dont une monographie issue de son travail de thèse, Zeus en Carie. Ses travaux portent également sur le matrimoine et l'histoire des femmes dans l'Antiquité. Ensemble, nous avons parlé d'Artémisia Ière. Nous avons parlé d'une femme tyran et guerrière, de batailles navales, de l'empereur perse, d'éperonner un bateau allié et d'avoir sa tête mise à prix. Nous avons parlé des légendaires Amazones, de l'actrice Eva Green, du mausolée d'Halicarnasse, des récits de l'historien Hérodote, des stéréotypes de la liberté contre la barbarie et des points communs entre les penseurs grecs antiques et les cinéastes américains d'aujourd'hui. Surtout, nous avons parlé d'être une femme dans l'Antiquité grecque et de contredire les codes masculins. Pour tout ça, et plus encore, je vous invite à rejoindre ma conversation avec Joy Riveau au sujet d'Artémisia. Bonjour Joy. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour un épisode de La nymphe et la sorcière. Donc aujourd'hui, nous sommes ici pour parler de Artémisia d'Halicarnasse, figure qui a réellement existé en Carie, dans l'Antiquité. Est-ce qu'on pourrait en quelques mots présenter qui est cette Artémisia ? Oui, alors Artémisia d'Halicarnasse, c'est un personnage que je trouve tout à fait fascinant parce que donc elle a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ et elle a été reine, donc reine de la cité hellénistique d'Halicarnasse qui se trouve en Carie, donc dans le sud-ouest de l'Asie mineure, qui est l'actuelle Turquie en fait. Et puis c'était aussi une guerrière, une femme guerrière, donc ce qui est assez rare pour l'époque. Et elle a notamment combattu aux côtés du roi de Perse, Xerxès, durant les fameuses guerres médiques. Et donc avant qu'elle ait fait ces combats, à l'origine c'est une reine de quel territoire et de quel périmètre de pouvoir est-ce qu'on parle ? Alors Artémisia, c'était donc la reine de la cité d'Halicarnasse, je le disais, qui se trouve en Carie. Donc ce qu'il faut savoir sur la Carie, c'est que culturellement, c'est une région qui est grecque, donc qui se trouve en Asie mineure, mais qui est culturellement grecque, mais politiquement intégrée à ce qu'on appelle l'empire achéménide, qui est en fait le premier empire perse. Donc la Carie, c'est ce qu'on appelait une satrapie, c'est-à-dire que c'était une province administrative qui avait une certaine autonomie, mais leurs dirigeants, qu'on appelait les satrapes, devaient payer un tribut. Ils devaient fournir des troupes et évidemment, ils prêtaient allégeance au grand roi. Donc le grand roi, c'est le roi de Perse. Et la Carie a une particularité, c'est on trouve dans cette région des influences culturelles hybrides qui combinent à la fois des traditions locales, mais aussi des traditions grecques et des traditions perses. Et on constate qu'il y a une forte volonté, en particulier sous la satrapie de Mosol, de préserver et de mettre en avant les particularismes locaux de cette région. Mosol qui est connu pour le mausolée d'Halicarnasse. Exactement. On parle de cette même Halicarnasse.
Très bien. Et donc en fait, on est dans une sorte de territoire qui est comme un vassal de l'Empire achéménide. Ouais. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de l'Empire achéménide en termes de territoire? Alors l'Empire achéménide, il tire son nom du clan fondateur de l'Empire. Et donc pour remettre un peu en perspective, Artémisia, donc Artémisia Ière, elle a vécu sous le règne du grand roi, donc roi de l'Empire achéménide, Xerxès Ier, qui va régner entre 486 et 465 avant Jésus-Christ. Et à ce moment-là, l'Empire est à son apogée. Il s'étend environ de l'Inde à la Thrace. Et la Thrace, c'est une région qui allait jusqu'au nord de la Grèce, à peu près. Et cette période de l'histoire antique, elle est surtout connue pour ces conflits qui ont opposé les Grecs contre les Perses et qu'on appelle les guerres médiques. Donc il s'agit d'un long conflit qui va durer de 490 à 479 avant Jésus-Christ et qui éclate à la suite d'une révolte de cités grecques. Donc il y a des cités grecques sur toute la côte ouest en fait de l'Asie mineure et dans une région qu'on appelle Ionie, qui est une région côtière qui se trouve juste au-dessus de la Carie en fait. Donc c'est le point de départ en fait Ionie de cette révolte contre la domination perse en 499. Donc ces cités d'Ionie, qu'on appelle des cités ioniennes, elles aussi, comme à Halicarnasse, elles sont hellénisées et elles veulent se libérer en fait, notamment du tribut qu'elles doivent payer à l'Empire perse, à l'Empire achéménide. Et ces cités en révolte, elles vont appeler à l'aide d'autres cités grecques, comme Athènes et Érétrie, qui vont venir les aider. Malheureusement, ça sera un échec. Et la capitale de la région, qui est Milet, va être rasée en 494. Elle se déroule aussi avant que Artémisia y soit impliquée, non, c'est ça? Enfin, même pendant son enfance, etc., j'imagine. Donc ça fait partie du contexte dans lequel elle grandit. Donc pour résumer rapidement les conflits durant les guerres médiques et les enjeux de ces guerres, il faut rappeler que les Perses, qui sont à ce moment-là sous le commandement du roi Darius, donc c'est le père de Xerxès, ils vont lancer une expédition contre les Grecs pour se venger en 490 et c'est la célèbre bataille de Marathon. À ce moment-là, les Grecs vont sortir vainqueurs sous le commandement du général Miltiade. Et puis 10 ans plus tard, revoilà les Perses qui n'ont évidemment pas digéré leur défaite à Marathon et qui vont entreprendre, sous l'impulsion de leur nouveau roi, donc Xerxès Ier, qu'Artémisia va servir, ils vont entreprendre des nouvelles attaques contre les Grecs. Et c'est là qu'il va y avoir 3 grandes batailles qui ont considérablement marqué l'histoire. En 480, il y a la bataille des Thermopyles, qui est une victoire écrasante des Perses et qui est restée célèbre comme le symbole de la résistance des Grecs face aux barbares. Donc c'est vraiment cette bataille un symbole de la lutte pour la liberté contre l'oppression des envahisseurs, qui incarne en fait un célèbre roi spartiate qui se nommait Léonidas, et bien sûr ces 300 soldats d'élite qui ont été sacrifiés pour la cause. En 480, il y a également la bataille de Salamine. Donc celle-là, elle va nous intéresser tout particulièrement puisque c'est au cours de cette bataille que va s'illustrer Artémisia, justement. Là, il s'agit d'une bataille navale où les Grecs vont sortir victorieux, cette fois-ci, sous le commandement de Thémistocle. Et puis en 479, c'est la bataille de Platée qui marque la fin de la guerre et les Perses sont définitivement vaincus par les Grecs. Très bien, donc ça c'est tout le contexte militaire et politique dans lequel s'inscrit la vie d'Artémisia. Artémisia qui est donc satrape d'Halicarnasse, comme l'était son père, j'imagine c'est une fonction héréditaire? Alors, oui et non, c'est-à-dire que dans le cas d'Artémisia, c'est un petit peu particulier. Donc effectivement, son père, Lygdamis, était carien, tyran d'Halicarnasse, et en fait, les sources diffèrent sur la question de l'hérédité du trône. C'est-à-dire que parfois on lit que Artémisia a hérité du trône de son père, parfois qu'elle a hérité du trône de son mari, en fait à la mort de son mari. On ne sait rien de son mari, on ne connaît même pas son nom. Son père, on sait peu de choses à part son prénom. Donc vraiment, là, on a cette femme-là qui va hériter du trône, soit de son père, soit de son mari. En tout cas, c'est elle qui est mise en avant dans l'histoire en tant que reine carienne. Apparemment, son fils était trop jeune pour régner et prendre le trône, donc c'est elle qui va prendre la place. On a évoqué le terme de tyran. C'est quoi la différence entre un satrape et un tyran? Et puis ça veut dire quoi, tyran? Alors, la différence, c'est que dans l'Antiquité, un tyran, c'est un mot qui est presque équivalent à un roi. Un satrape, c'est un contexte tout à fait particulier. Donc les tyrans, on peut les trouver dans n'importe quel contexte régional. C'est pas quelque chose qui est propre à l'Asie mineure ou à l'Empire achéménide. On en trouve aussi en Grèce. Ça dépend des époques en fait. Le satrape, c'est vraiment quelque chose qui est particulier à l'Empire perse. Et c'est vraiment un dirigeant qui est intégré au sein d'une province administrative dans l'Empire.
Et donc, en tant que satrape, Artémisia doit loyauté au roi Achéménide. Qu'est-ce qu'elle lui doit exactement? L'impôt, également de participer à ces conflits militaires? Oui, exactement. Bien sûr, il y a toutes les provinces qui sont incluses dans l'Empire doivent payer un tribut au roi et également fournir des troupes en cas de guerre. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. La loyauté, c'est censé être aussi inclus, si je veux me permettre, dans la satrapie. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des cités qui vont se révolter, notamment dans les régions les plus hellénisées, donc qui se trouvent sur la côte ouest de l'Asie mineure, et donc ils vont refuser justement de prêter allégeance au roi. Et c'est aussi le point de départ de ces fameuses guerres. À quel point c'est rare d'avoir une femme au pouvoir à cette époque-là et dans ce contexte-là? Est-ce qu'on a d'autres exemples ou est-ce qu'Artémisia est unique en son genre? Alors, c'est plutôt rare d'avoir une femme au pouvoir, mais c'est pas une exception. Il y en a d'autres, surtout dans la région de la Carie. Donc la particularité d'Artémis, c'est que, bien sûr, elle était reine, mais c'était aussi une guerrière, une femme guerrière. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Mais on connaît donc en Carie d'autres femmes, alors qui ne sont pas issues de la lignée d'Artémisia Ière, ce n'est pas la même famille, mais elles ont aussi régné en Carie, à Halicarnasse. Et ces femmes-là, qui sont extrêmement connues, elles sont issues de la famille des Hécatomnides. Et il s'agissait d'une puissante famille carienne du IVe siècle avant Jésus-Christ. Donc là, on est un siècle après Artémisia Ière. Et ce qui est intéressant avec cette famille, c'est que c'est la seule satrapie de tout l'Empire dont les gouverneurs ne sont pas perses, mais bien locaux. Ce sont des cariens pure souche. Et ils sont aussi connus pour avoir diffusé la culture et la langue grecque sur tout le territoire de la Carie, tout en préservant leur culture locale et carienne. Et donc, dans cette famille des Hécatomnides, il y avait une autre Artémisia, donc Artémisia II, qui était la sœur et l'épouse du célèbre satrape que tu as évoqué tout à l'heure, Mosol. Et en fait, à la mort de Mosol, c'est elle qui prend le pouvoir, en 353 avant Jésus-Christ. Elle va pas rester longtemps, elle règne seulement 2 ans, puisqu'elle décède juste après. Et ce qui est très intéressant avec ce personnage d'Artémisia II, c'est que c'est aussi une femme d'action. Et en 350 avant Jésus-Christ, on sait qu'elle va envahir avec son armée l'île de Rhodes, qui s'était révoltée contre la Carie. Et les textes nous rapportent que c'était pour les Rhodiens l'humiliation ultime, puisque les Rhodiens sont de culture grecque et ils ont dû donc se soumettre à cette femme qui est non seulement une femme, mais en plus une barbare. Et puis, elle est aussi connue, Artémisia II, parce que c'est elle qui aurait passé commande pour faire construire le mausolée d'Halicarnasse, qui est une des 7 merveilles du monde antique, qui était donc un tombeau monumental qui devait rendre hommage à son défunt frère et mari Mosol, et d'où le nom du fameux mausolée. Et ça ne se termine pas là, puisque dans cette lignée des Hécatomnides, il y a une autre femme qui va régner. Donc après la mort d'Artémisia II, c'est son frère, donc son petit frère Hydrius, qui prend le pouvoir et qui va gouverner. Et à sa mort, c'est le même cas de figure qu'avec Artémisia et Mosol. C'est sa sœur et épouse Ada qui va prendre le pouvoir. Donc il faut quand même rappeler que dans cette configuration-là, ils n'ont pas d'enfants. Que ce soit Artémisia et Mosol ou Ada et Hydrius, il n'y a pas d'enfants pour hériter du trône. Et donc ce sont les femmes qui prennent le pouvoir. Donc on a tendance à dire que ce sont des reines, mais en réalité ce sont des satrapes. Elles gouvernent la satrapie comme leurs maris et leurs frères avant elles. Et il faut bien préciser, avec l'arrivée d'Ada au pouvoir, qu'il y a un double tour de force, puisque c'est vraiment les seuls satrapes de l'Empire perse, je le disais, à ne pas être perses, à être issus de familles locales, mais ce sont aussi les seuls satrapes de toute l'histoire à être des femmes, en fait. Donc ça, c'est intéressant. Et avec Ada, donc il y a des petits rebondissements quand même, puisqu'elle ne va régner au départ que 3 ans. Il y a un autre de ses frères, le dernier qui est encore vivant, qui s'appelle Pixodaros, qui va faire un coup d'état en 340 avant Jésus-Christ. Il va donc chasser sa sœur Ada du pouvoir et il va s'y installer. Et à ce moment-là, Ada, elle va demander de l'aide pour récupérer sa souveraineté en Carie. Et elle va demander de l'aide à Alexandre le Grand, qui arrive en 334 avant Jésus-Christ en Asie mineure, enfin dans cette région. Et en échange, Ada va faire d'Alexandre son héritier légitime, c'est-à-dire qu'elle va l'adopter. Ce qui veut dire qu'il pourra gouverner sans aucun problème après la mort d'Ada. Donc ça, c'est une façon très intéressante de prendre le pouvoir sans faire véritablement la guerre. Et donc après la reconquête d'Halicarnasse grâce à Alexandre le Grand, Ada va de nouveau récupérer son trône et régner pendant 7 ans. Donc ce qui est vraiment intéressant ici, je trouve, c'est que toutes ces figures montrent
que les femmes de Carie, j'allais dire, donc les femmes nobles, parce qu'on est quand même sur un certain statut social, jouissaient parfois d'une autorité politique qui était vraiment réelle. Elles héritaient pleinement d'un pouvoir en l'absence d'héritiers masculins. Et là, il faut bien préciser qu'il ne s'agissait pas de régentes. Elles avaient vraiment la gouvernance de la satrapie entre leurs mains. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel dans l'histoire du monde grec. Donc en fait, Artémisia Ier n'est pas la seule, et donc en fait on a un peu pas une tradition, mais en tout cas plusieurs autres exemples de femmes qui gouvernent en tant que satrapes autour d'Halicarnasse. Ouais. Est-ce qu'on a des sources sur le gouvernement d'Artémisia avant toute cette histoire de conflits et de guerres médiques ? On n'a rien, ni sur sa vie privée, à part le peu de choses qu'on a évoquées, le nom de son père, le nom de son fils, et aucun élément sur les détails de ses fonctions ou de sa gouvernance. On a quelques sources qui parlent d'Artémisia, notamment Hérodote, c'est vraiment la source principale, c'est lui qui en parle le plus, mais il évoque le moment de son action pendant les guerres médiques en fait. Donc ce que l'on sait d'Artémisia, c'est vraiment son intervention au cours de la bataille de Salamine pendant les guerres médiques. Très bien. On est donc dans le contexte des guerres médiques qu'on a retracé précédemment dans l'un des derniers grands épisodes de ces guerres qui opposent l'Empire perse à une coalition grecque. Comment est-ce que Artémise y intervient d'abord? Avant même la guerre, elle conseille le roi sur sa stratégie. Oui, exactement. Donc pour resituer un petit peu rapidement la bataille de Salamine, donc je le disais tout à l'heure, elle se déroule en 480 avant Jésus-Christ. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le roi Xerxès, il comptait sur sa flotte imposante pour écraser les Grecs. Et malheureusement, la géographie du détroit joua en faveur plutôt des alliés grecs qui vont en fait attirer les Perses dans un espace confiné et ils vont les submerger. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que Hérodote nous raconte justement qu'avant cette bataille, Artémisia déconseilla à Xerxès d'affronter les Grecs dans ce fameux détroit de Salamine et elle lui aurait expliqué que la flotte grecque était plus petite et plus maniable, et donc qu'elle y serait largement avantagée. Et elle aurait argumenté aussi que les Grecs, qui étaient inférieurs en nombre, compenseraient donc cette infériorité grâce à leur connaissance du terrain et leur habileté navale. Toutes ces troupes étant arrivées, les unes à Athènes, les autres à Phalère, et excepté les pariens, qui attendaient à Sitnos les événements de la guerre, Xerxès lui-même se rendit sur la flotte pour conférer avec ses principaux officiers et pour savoir quels étaient leurs sentiments. Il s'assit sur son trône à son arrivée, et les tyrans des différentes nations et les capitaines des vaisseaux qu'il avait mandés prirent place chacun suivant la dignité qu'ils tenaient de lui. Quand ils se furent tous assis à leur rang, Xerxès, voulant les sonder, leur fit demander par Mardonius s'ils devaient donner bataille sur mer. Mardonius les interrogea tous, à commencer par le roi de Sidon, et tous furent d'avis de livrer bataille, excepté Artémise, qui lui adressa ces paroles. « Mardonius, dites au roi de ma part, Seigneur, après les preuves que j'ai données de ma valeur au combat livré sur mer près de Lebé, et les belles actions que j'y ai faites, il est juste que je vous dise mon sentiment, et ce que je crois le plus avantageux à vos intérêts. Je suis d'avis que vous épargniez vos vaisseaux, et que vous ne donniez pas ce combat naval, parce que les Grecs sont autant supérieurs sur mer à vos troupes que les hommes le sont aux femmes. Y a-t-il donc une nécessité absolue de risquer un combat sur mer? N'êtes-vous pas maître d'Athènes, l'objet principal de cette expédition? Le reste de la Grèce n'est-il pas en votre puissance? Personne ne vous résiste, et ceux qui l'ont fait ont eu le sort qu'ils méritaient. Je vais vous dire maintenant de quelle manière tourneront à mon avis les affaires de vos ennemis. Si, au lieu de vous presser de combattre sur mer, vous retenez ici vos vaisseaux à la rade, ou si vous avancez vers le Péloponnèse, vous viendrez facilement à bout, seigneur, de vos projets. Car les Grecs ne peuvent pas faire une longue résistance. Vous les dissiperez, et ils s'enfuiront dans leur ville, car ils n'ont point de vivres dans cette île, comme j'en suis bien informé. Et il n'est pas vraisemblable que, si vous faites marcher vos troupes de terre vers le Péloponnèse, les Péloponnésiens qui sont venus à Salamine y restent tranquillement. Ils ne se soucieront pas de combattre pour les Athéniens. Mais, si vous précipitez la bataille, je crains que la défaite de votre armée de mer n'entraîne encore après elle celle de vos troupes de terre. Enfin, Seigneur, faites attention que les bons maîtres ont ordinairement de mauvais esclaves et que les méchants en ont de bons. Vous êtes le meilleur de tous les princes, mais vous avez de mauvais esclaves parmi ceux que l'on compte au nombre de vos alliés, tels que les Égyptiens, les Cypriens, les Ciliciens et les Pamphyliens, peuples lâches et méprisables. Hérodote,
Les histoires, livre 8. Et en fait, Artémisia, elle va plutôt recommander à Xerxès une stratégie de patience pour épuiser les ressources des Grecs. Bon, Xerxès, de son côté, il était aveuglé par sa soif de victoire et bien sûr de vengeance sur les Grecs, donc il va ignorer le conseil d'Artémisia, ce qui mènera à une cuisante défaite pour les Perses. Comment est-ce que ça se fait qu'Artémisia puisse conseiller Xerxès ? Est-ce que les satrapes avaient aussi une fonction de conseil ou est-ce que c'est elle vraiment qui prend les manettes et qui lui partage un conseil ? Oui, alors ça c'est vraiment intéressant parce que effectivement les satrapes peuvent avoir cette fonction de conseiller du roi, surtout dans les périodes de conflit. Mais là, ce qui ressort des sources, c'est vraiment que le roi Xerxès a vraisemblablement un profond respect et une profonde admiration pour Artémisia. Et donc entre les lignes, on comprend que c'est quelqu'un qui est très estimé, peu importe le fait que ce soit une femme en fait, c'est une reine. Et elle va participer à cette bataille, elle va commander 5 navires de guerre du grand roi. Donc là, on voit bien à quel point il lui faisait confiance, au point même qu'il puisse l'écouter, même si au final, il ne va pas prendre en compte son avis, mais quand même, il lui demande son avis. Donc là, on a quelque chose qui est assez révélateur de l'estime que Xerxès pouvait avoir pour elle. Les amis d'Artémise craignaient que le discours qu'elle avait tenu à Mardonius ne lui attirât quelques disgrâces de la part du roi, parce qu'elle tâchait de le détourner de combattre sur mer. Ceux qui lui portaient envie, ou qui étaient jaloux de ce que le prince l'honorait plus que tous les autres alliés, furent charmés de sa réponse, ne doutant pas qu'elle n'occasionnât sa perte. Lorsqu'on eut fait à Xerxès le rapport des avis, celui d'Artémise lui fit beaucoup de plaisir. Il regardait auparavant cette princesse comme une femme de mérite. Mais, en cette occasion, il en fit encore un plus grand éloge. Cependant, il voulut qu'on suive l'avis du plus grand nombre. Et comme il pensait que ses troupes n'avaient pas fait leur devoir de propos délibérés dans le combat près de Lebé, parce qu'il n'y s'y était pas trouvé, il se disposa à être spectateur de celui de Salamine. Hérodote, Les histoires, livre 8. Là encore, la source, c'est le récit d'Hérodote. Oui, c'est la source principale, effectivement. Alors justement, donc elle lui conseille de ne pas aller à la bataille, Xerxès y va quand même, et donc là, Artémisia prend la tête de plusieurs navires perses. Tout à fait. Artémisia, elle commandait une escadre de 5 navires. Donc là aussi, c'est très révélateur de son influence politique et militaire quand même. Et donc Hérodote, qui est, on le disait, la source principale, dans son livre 7, il raconte un petit peu ce qui se passe pendant la bataille. Et il nous décrit la ruse et la tactique d'Artémisia durant cette bataille navale. Et on comprend qu'Artémisia va, grâce à son intelligence, ou peut-être parce qu'elle a eu de la chance, un peu des deux certainement, elle va échapper de justesse à la mort. Et on va voir qu'il y a tout un quiproquo qui se met en place à ce moment-là. Donc la reine, donc Artémisia Ière, elle est prise en chasse par un navire athénien, mais elle arrive à s'en sortir en tournant brusquement son vaisseau. En fait, elle le fait percuter un navire allié, donc c'est-à-dire un navire de son propre camp à elle, et elle réussit à faire couler ce navire allié. Et en voyant cette action, les Athéniens vont penser qu'en fait Artémisia, elle est de leur côté, tout simplement. Et du côté des Perses, le grand roi Xerxès, lui, il est persuadé qu'elle a coulé un bateau grec, en fait. Donc il y a une espèce de quiproquo général, et on voit qu'Artémisia, elle a su tirer tout à fait brillamment profit de cette confusion qui régnait au milieu de la bataille. Et grâce à cette tactique, elle a pu piéger à la fois les Perses et les Athéniens, et elle a sauvé sa vie, évidemment. Et on constate aussi qu'elle a gagné l'estime et la confiance du roi Xerxès, malgré la défaite du camp perse, parce que, je le rappelle, donc la bataille de Salamine, c'est une défaite pour le camp des Perses. Et ce coup de maître va évidemment susciter l'admiration de Xerxès. Et très ironiquement, il aurait déclaré « Mes hommes sont devenus des femmes et mes femmes des hommes ». Donc c'est une phrase qui, évidemment, est tout à fait misogyne, mais qui illustre quand même l'estime que le roi porte à Artémisia. Parmi tant de combattants, je ne puis assurer de quelle manière se conduisirent en particulier les barbares ou les Grecs. Mais voici une action d'Artémise qui augmenta l'estime que le roi avait déjà pour elle. Les affaires de ce prince étaient dans un grand désordre, lorsque cette princesse, ne pouvant échapper à la poursuite d'un vaisseau athénien, parce qu'elle avait devant elle plusieurs vaisseaux amis, et que le sien était le plus proche de ceux des ennemis, elle prit sur le champ son parti et se conduisit d'une manière qui lui réussit.
Poursuivie par le vaisseau athénien, elle fondit sur un vaisseau ami monté par des Calindiens et d'Amazithime, leur roi. Je ne puis dire si elle avait eu un différend avec ce prince, tandis que les Perses étaient encore dans l'Hellespont, ni si elle en agit ainsi de dessein prémédité, ou si le vaisseau des Calindiens se trouva par hasard devant le sien. Quoi qu'il en soit, Artémise l'attaque, le coule à fond, sur le champ, et se procure par cet heureux événement un double avantage. Car le commandant de la trirème athénienne, voyant qu'elle attaquait un vaisseau barbare, et s'imaginant que ce vaisseau était grec, ou qu'ayant passé du côté des alliés, il combattait pour eux, il se détourna pour en combattre d'autres. D'un côté, Artémise évita par ce moyen de périr, et d'un autre, en faisant du mal au roi, elle s'attira encore plus son estime. Car on dit que ce prince, attentif à regarder le combat, aperçut le vaisseau de la princesse qui en attaquait un autre, et que quelqu'un de ceux qui étaient près de sa personne lui dit « Seigneur, voyez-vous avec quel courage Artémise combat, et comment elle a coulé à fond ce vaisseau ennemi ?» Alors Xerxès s'informa si cette action était véritablement d'Artémise. Ils l'en assurèrent, sur ce qu'ils connaissaient parfaitement son vaisseau à la figure qui était à la proue, et parce qu'ils ne doutaient pas que le vaisseau coulé à fond n'appartint aux ennemis. Indépendamment des avantages que nous venons de rapporter, elle eut encore le bonheur qu'il ne se sauva personne du vaisseau calindien qui put l'accuser. On assure que Xerxès répondit « Les hommes se sont conduits en femmes, et les femmes en hommes. » Donc en fait, elle coule un bateau de son propre camp, ainsi les Athéniens, les Grecs ne l'attaquent pas et font demi-tour. Xerxès ne comprend pas qu'elle a coulé un navire perse, puisqu'il pense qu'elle a coulé un navire athénien, donc en fait elle a les bénéfices des deux côtés. Exactement. Et donc ça aussi c'est assez révélateur de la confusion qui pouvait régner pendant un combat en fait. Et ça montre aussi que ça devait pas être si évident que ça de distinguer les différents soldats des deux côtés, les différents navires de guerre, puisqu'il y a une confusion générale. Après, il y a la distance aussi qui fait qu'on ne voit pas tout ce qui se passe sur le terrain, mais c'est très intéressant. Et donc, à quoi aurait pu ressembler la commande de 5 navires ? Artémisia est sur les navires, avec des soldats. Elle dirige les 5 bateaux depuis elle-même le terrain, elle est sur un bateau. Oui. C'est ce qui semble ressortir des sources, notamment d'Hérodote encore une fois, mais nous n'avons pas de description extrêmement précise de cette action-là. C'est vraiment plus décrit comme une anecdote, finalement. Ce que Hérodote essaie de mettre en valeur, c'est l'intelligence d'Artémisia, la ruse à ce moment-là, plus que son action véritable sur le terrain. Ouais, il parle même de l'individu, il parle même plus du camp grec ou du camp perse, il parle d'un individu qui a réussi à s'en sortir un peu au milieu de tout ce chaos. Oui, et puis elle apparaît comme une héroïne, en fait. On n'a pas de différence fondamentale de traitement avec ce personnage-là, qui est une femme, et qui est normalement, aux yeux des Grecs, quelque chose qui n'a pas lieu d'être, c'est-à-dire une femme sur le champ de bataille, c'est quelque chose qui est absurde pour un Grec, ça n'existe quasiment pas. Et là, on voit, et c'est très intéressant, avec Hérodote, qu'il n'y a pas de différence de traitement. Il en parle comme il parle des autres héros grecs qui ont pris part à la bataille, en fait. Et donc, après la bataille, que devient Artémisia, en tout cas selon les sources ? Alors, on n'a pas beaucoup d'informations. Apparemment, elle aurait été donc récompensée par le roi Xerxès et il l'aurait envoyée dans la cité d'Éphèse, qui se trouve en Asie mineure, pour s'occuper des enfants illégitimes du roi, donc de Xerxès. Et on n'a pas d'indication précise sur ce qu'elle devient. En tout cas, c'est une forme de récompense de s'occuper des enfants du roi. Oui. Et donc ensuite, on a vraiment plus d'autres sources là jusqu'au reste de sa vie, sur sa mort et sur le reste. Là, on s'arrête ici à cette récompense du roi Xerxès. Il y a quelques anecdotes, mais voilà, ça reste en fait le problème avec ce personnage-là, c'est que ça reste très anecdotique. On a très peu d'éléments sur sa vie privée, presque rien, et très peu d'éléments sur ses actions en tant que reine et guerrière. Et après, c'est surtout un personnage qui va être repris, soit qui va être inspirant en fait pour la postérité, soit au contraire qui va être pris comme anti-modèle justement, surtout chez les Grecs, surtout chez les Athéniens. Parce qu'en fait, Artémisia, c'est l'inverse de la femme idéale pour les Grecs. Alors justement, comment est-ce qu'Artémisia a pu devenir stratège et guerrière ? Quel est un peu le contexte qui lui a permis qu'elle ait cette trajectoire ? Alors, avec les exemples que j'ai évoqués tout à l'heure, on voit bien que la place des femmes est assez différente en Asie mineure par rapport à Athènes, par rapport à ce que l'on sait sur Athènes, par exemple. Donc, je parle beaucoup d'Athènes parce que c'est quand même une cité qui a joué un rôle important dans les guerres médiques. Mais aussi, il faut rappeler que c'est une cité pour laquelle on a énormément de sources. C'est la cité la plus documentée de l'histoire antique.
Et Hérodote, donc encore lui, nous dit que des peuples de femmes guerrières, comme typiquement les Amazones, sont connus, notamment dans toutes ces régions barbares. Donc, sans aller jusqu'à parler de matriarcat, comme on peut l'entendre parfois, on peut quand même constater que le partage des genres n'est pas le même dans ces régions considérées comme barbares pour les Grecs et notamment pour les Athéniens. Et donc ça nous donne une partie des explications au sujet de ce statut si particulier qu'avait Artémisia. Donc par exemple, dans la région de la Lycie, qui est une région qui se trouve juste au sud de la Carie, tout le monde, les femmes comme les hommes, porte le nom de la mère et pas celui du père. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et en Carie, dans certaines cités, on sait aussi que les banquets étaient mixtes, qu'ils accueillaient les femmes et les enfants, ce qui ne se fait absolument pas chez les Grecs et notamment à Athènes. C'est réservé normalement aux hommes. Et puis, évidemment, en Carie, on l'a dit, il y a plusieurs femmes qui ont exercé le pouvoir en tant que satrapes. Donc, de tels comportements sont généralement qualifiés d'anormaux pour les Grecs et ils sont toujours associés à des communautés barbares. Et on peut aussi constater que la domination exercée par les hommes s'effectue en général quand les femmes sont en position d'épouse ou de mère. Et là, c'est intéressant avec Artémisia parce que elle aussi, elle a quand même ce statut d'épouse et de mère. Et évidemment, elle ne s'est pas cantonnée à ces deux rôles-là, mais c'est parce que son mari ou son père est mort et que son fils n'était apparemment pas en âge de gouverner qu'elle va monter sur le trône. Donc elle a pu prendre vraiment le commandement d'Halicarnasse et ensuite de son armée, tout comme Artémisia II, tout comme Ada, qui elle, Artémisia II et Ada d'ailleurs, n'ont pas eu d'héritier, donc ça c'est un élément aussi intéressant. Et donc toutes ces femmes-là ont pris les rênes du pouvoir suite au décès d'un homme en fait, suite à la mort en l'occurrence de leur mari. Donc on voit bien que ces femmes de pouvoir, elles y accèdent dans un second temps et non pas directement. Et puis il faut aussi rappeler que pour les Grecs, les barbares sont souvent, on voit souvent ça dans les textes ou dans l'iconographie, ils sont féminisés en fait. Donc, quoi de plus logique finalement que leurs femmes puissent avoir en parallèle des caractéristiques masculines en fait, comme le fait d'aller à la guerre. Donc si Artémisia évolue dans ces sphères-là tout à fait masculines, comme le domaine guerrier, c'est d'abord parce que c'est une barbare, en tout cas selon le point de vue des Grecs. D'accord, donc en fait, on peut expliquer cette montée au pouvoir par le fait qu'on a vraiment une répartition, en tout cas une perception des genres différentes entre l'Asie mineure, la Turquie contemporaine et la Grèce. Peut-être plus de femmes au pouvoir, en tout cas plus de femmes avec des fonctions dites masculines en Asie mineure, plutôt qu'en Grèce. Alors justement, les Grecs ont donc une perception un peu négative d'Artémisia. Bon, on voit comment est-ce que ça s'explique, mais comment est-ce que ça se manifeste en tout cas? Alors, il y a plusieurs manifestations, on le voit notamment à travers les sources, différents types de sources. Mais avant d'évoquer ces sources, je voudrais juste faire peut-être un rappel sur les conditions et la place des femmes dans l'Antiquité grecque et notamment du point de vue des Athéniens, puisqu'on a beaucoup parlé de ce qui se passe en Asie mineure. Et en fait, c'est intéressant de regarder de l'autre côté. Et donc si on revient sur la définition de ce que pourrait être la femme idéale selon la documentation grecque, on constate qu'il s'agit d'une épouse obéissante et discrète qui doit s'occuper de la maison et qui doit donner des héritiers. On voit bien que Artémisia, elle rentre pas du tout dans cette case-là. Et cette position, elle concerne dans l'ordre patriarcal essentiellement les femmes de condition libre et les épouses légitimes. Donc ce que les Grecs considéraient comme étant des femmes respectables. Et de manière générale, il y a tout un tas de discours sur le genre qui sont fondés sur l'idée que les hommes et les femmes ont des tempéraments différents par nature. Que souvent la femme est faite pour plutôt rester à la maison, si je résume grossièrement, et les hommes s'affairent à des activités extérieures. Et même si les stéréotypes de genre donc, ne faisaient pas toujours autorité dans les sources, on constate qu'ils ont été souvent pris au premier degré et généralisés par les historiens. C'est assez surprenant parce que ces stéréotypes des barbares ont quand même, au fil des siècles, été déconstruits dans l'Antiquité, alors que les préjugés sur le genre vont rester et produire un discours généraliste et assez simplifié sur la place des femmes. Et donc le personnage d'Artémisia, il est assez surprenant parce qu'il est décrit comme une exception, au lieu d'être vu comme la preuve que les femmes du monde grec pouvaient avoir une diversité dans leur statut et qu'elles ne se réduisaient pas forcément à de tels stéréotypes. Et donc Hérodote, dans ses histoires, il emploie par exemple des qualificatifs qui sont normalement utilisés dans un contexte masculin pour décrire les exploits d'Artémisia. Et ça, c'est vraiment intéressant.
Et donc il parle d'intelligence et de courage, et ça, ce sont des qualités typiquement masculines chez les Grecs. Et donc l'historien Hérodote va souligner aussi, par exemple quand Artémisia elle conseille Xerxès, la rareté d'une telle prise de parole pour une femme, à cette époque, et la qualité de son jugement face à des hommes qui sont des guerriers aguerris en fait. Les Éginetes se distinguèrent le plus à cette journée, et, après eux, les Athéniens. Et parmi les Éginetes, Polycrite, et du côté des Athéniens, Eumène d'Anagyronte et Aminias de Palène qui poursuivit Artémise. S'il eût su que cette princesse était sur ce vaisseau, il n'aurait pas cessé de lui donner chasse, bien qu'il ne l'eût prise, ou bien il aurait été pris lui-même. Tel était l'ordre qu'avaient reçu les capitaines athéniens. On avait même promis une récompense de 10 000 drachmes à celui qui la ferait prisonnière, tant les Athéniens étaient indignés qu'une femme fût venue en armes contre eux, mais elle trouva moyen d'échapper, comme on l'a dit plus haut. Hérodote, Les Histoires, livre 8. Les Grecs ont donc mis à prix la tête d'Artémisia ? Oui, exactement. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça et à quel point c'est courant de mettre à prix la tête d'une guerrière, ou d'un guerrier ? Alors, en fait, effectivement, c'est Hérodote qui nous raconte que la capture d'Artémisia, donc vivante, est mise à prix pour 10 000 drachmes, ce qui équivaudrait à peu près au tribut que la cité d'Halicarnasse devait verser chaque année à Athènes dans le cadre de la Ligue de Délos. Donc la Ligue de Délos, c'est une alliance militaire qui a été établie entre les cités grecques qui étaient dominées par Athènes après les guerres médiques, en 478 avant Jésus-Christ. Et donc Athènes avait pour but de protéger ses alliés contre une éventuelle nouvelle invasion des Perses. Et donc ce prix qui est proposé par Athènes est effectivement très symbolique, puisqu'il rappelle que pour les Grecs, et toujours quand on parle des Grecs, on sous-entend aussi en particulier pour les Athéniens, que la femme ne doit être, dans un contexte de guerre, qu'un butin, un butin de guerre destiné à servir le vainqueur comme esclave. Et donc en tant que femme, Artémisia, elle ne peut pas être vue et traitée comme une adversaire à part entière, mais là on voit, à travers cette anecdote, qu'elle fait l'objet d'une transaction, qu'elle devrait être la récompense d'une victoire héroïque et masculine. Donc c'est très symbolique, cette anecdote-là sur la mise à prix en fait d'Artémisia. Parce que du coup, en fait, les Grecs n'auraient pas mis à prix la tête d'autres généraux masculins de l'Empire achéménide. C'est simplement le cas pour Artémisia, parce que c'est une femme qui fait la guerre. Exactement. Puisque Artémisia fait la guerre, elle est également assimilée aux Amazones, en tout cas comparée aux Amazones. Qu'est-ce que ça représente pour l'imaginaire de l'époque, quand on parle des Amazones ? Alors, l'association d'Artémisia au mythe de ces légendaires guerrières, c'est évidemment un topos qu'on retrouve dans beaucoup de sources, puisqu'elles ont des particularités communes. Bien sûr, ce sont des guerrières, elles sont courageuses, et à ce titre, elles incarnent ce que les Grecs appellent l'andreia, donc qui est une forme de masculinité, et donc on retrouve ce qualificatif de viril quand on décrit ce genre de femme, en fait. Et dans l'épopée, c'est une valeur qui est spécifiquement masculine. Et donc Artémisia et les Amazones, elles suscitent des réactions tout à fait contradictoires dans les sources, et bien sûr chez les hommes en particulier. Elles suscitent à la fois l'admiration et la stupeur, la terreur, mais aussi les moqueries. Et il y a un thème qu'on retrouve beaucoup, c'est celui de l'amazonomachie. Donc l'amazonomachie, c'est le combat des Grecs contre les Amazones, et c'est une thématique très populaire à Athènes. On trouve des scènes qui représentent ces combats un peu partout sur de nombreux vases, mais c'est aussi un des décors sculptés qu'on trouve sur le Parthénon à Athènes. Et donc il représente l'allégorie des conflits entre les Grecs et les Perses, donc entre le monde civilisé et le monde barbare. Et il est ici très facile de faire le rapprochement entre ces guerrières donc, qui affrontent les Grecs et bien sûr Artémisia, qui se bat du côté des Perses contre les Grecs. Et les Amazones de l'épopée sont considérées comme des héroïnes glorieuses, égales aux hommes en courage, puis elles deviennent, petit à petit, dans les sources, on le voit, l'ennemi juré et illégitime des Grecs, et en particulier l'ennemi des Athéniens dans le domaine guerrier. Et le même sort est réservé à Artémisia, car ces femmes guerrières illustrent un espèce de fantasme d'une gynécocratie dans un monde exotique et dans un passé très lointain qu'on qualifie finalement de légendaire. Et ce qui est intéressant, je crois, ici,
c'est pas de véritablement savoir si les Amazones ont existé, mais c'est de comprendre ce que ces figures mythiques révèlent sur les comportements des sociétés, et en l'occurrence des sociétés patriarcales, face à des femmes combattantes et donc des femmes puissantes. C'est passionnant. Donc en fait, Artémisia, comme les Amazones, pâtit aux yeux des Grecs d'être à la fois une femme guerrière et une barbare, ce qui fait qu'en fait, elle peut être assimilée si facilement les unes aux autres. Mais en fait, c'est la totale. Elle incarne, alors que ce soit les Amazones comme Artémisia, les deux incarnent le pire ennemi des Grecs. C'est la barbarie. Elles ne sont pas considérées comme grecques. Alors les Amazones, c'est le summum de la barbarie. On est sur un niveau au-dessus d'Artémisia parce que Artémisia, il faut quand même rappeler que c'est la reine d'Halicarnasse. Halicarnasse, c'est une cité hellénisée. Donc même si les Grecs, comme les Athéniens, considèrent qu'il s'agit de peuples barbares, on reste quand même sur des cités qui sont hellénisées depuis très longtemps, qui ont une culture grecque. En Carie, on vit quand même à la grecque, il y a des particularismes locaux, mais ça reste une cité culturellement très grecque. Et il faut pas oublier que Artémisia, sa mère, était crétoise. Donc elle est ce qu'on appelle mixo-barbare. Elle n'est pas totalement barbare. Mais malgré tout, ça reste une carienne. Là aussi, on trouve dans certains textes des références à la Carie comme étant une insulte pour les Grecs. Ce sont des gens qui sont perçus comme étant des barbares. Et en plus, elle fait la guerre. Elle fait la guerre contre les Grecs. Donc là, c'est la totale. Et en plus, c'est une femme. Donc il n'y a rien de positif dans l'incarnation de cette figure aux yeux des Grecs et encore une fois, en particulier aux yeux des Athéniens. Oui, sachant qu'elle est à la fois une femme, une barbare, et que pour les Grecs, les barbares sont féminisés, donc elle montre aussi tout l'aspect féminin qu'ils n'apprécient pas dans les sociétés dites barbares. Exactement. On a beaucoup parlé d'Hérodote comme source principale. Pourquoi est-ce que dans un monde grec qui méprise donc les femmes qui sortent du foyer et qui déconsidère l'Asie mineure, pourquoi est-ce qu'un grec Hérodote écrit sur Artémisia et surtout écrit sur elle en des propos si positifs finalement? Alors Hérodote, il a une particularité quand même, c'est qu'il est lui aussi originaire d'Halicarnasse. Donc là, ça pose plusieurs questions. Certains auteurs vont lui reprocher d'ailleurs un manque de discernement. À cause de cela, on va lui reprocher de prendre parti parce que lui-même est originaire de Carie. Ce qu'on constate dans les écrits d'Hérodote, c'est que c'est un des seuls auteurs à s'intéresser à ce qui se passe du côté des barbares. Alors Hérodote, il a quand même une approche très grecque, hein. Il va helléniser les divinités d'Asie mineure quand il les nomme, etc. On voit quand même que c'est un grec, mais il a aussi cet intérêt particulier pour raconter l'histoire et mettre en scène les peuples barbares que d'autres n'ont pas, et c'est certainement en partie parce qu'il est lui-même originaire de l'Asie mineure. Et donc on peut se dire que évidemment il accorde un intérêt tout particulier au personnage d'Artémisia parce que c'est une compatriote. Donc il n'est pas contemporain, il est né au moment où Artémisia règne, donc il n'est pas tout à fait contemporain, mais quand même il est assez proche. Et effectivement, on perçoit bien dans ses écrits qu'il glorifie la reine et il va mettre en avant ses exploits militaires à Salamine. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il la glorifie au même titre qu'il glorifie d'autres héros de guerre. Bon, alors là, en l'occurrence, dans l'anecdote, on voit que la façon dont il la met en avant, indirectement, il se moque des Athéniens. Donc ça, c'est un peu particulier et c'est peut-être effectivement lié au fait qu'il est lui-même d'Halicarnasse et qu'il a une admiration certainement pour cette reine-là. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pour une fois une présentation de cette femme, non pas avec un prisme genré. Il met en avant ses exploits militaires. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Alors que, au contraire, un auteur plus tardif comme Plutarque va lui être complètement interloqué qu'une femme puisse être au centre d'un tel récit, d'un récit de guerre. Et d'ailleurs, c'est en particulier pour cette raison que Plutarque va douter de la véracité de ce que raconte Hérodote. Et en fait, effectivement, Hérodote, il décrit Artémisia comme une héroïne d'épopée, donc encore une fois comparable à une Amazone, hein, alors que son récit fait bien référence à une réalité historique, hein, puisque la bataille de Salamine a bien eu lieu. Hein. Donc il met en scène cette reine d'Halicarnasse qui a participé à cette bataille, donc dans un décor tout à fait historique, mais c'est vrai qu'il y a une mise en scène qui rappelle un petit peu les épopées homériques. Et effectivement, Hérodote, d'habitude, il fait plutôt l'éloge des Athéniens et de la Grèce quand il raconte ses histoires, mais là, vraiment, l'anecdote d'Artémisia fait exception. On voit bien qu'il se focalise sur l'action de la reine, quitte à
humilier un petit peu les Athéniens, puisqu'encore une fois, on parle d'une femme barbare qui aurait rusé et qui s'en serait sortie face aux Grecs. Et puis ce qui est intéressant, c'est que c'est le seul acte de guerre de Salamine qu'il raconte dans ses histoires. Et il met en scène Artémisia, encore une fois, de la même façon que n'importe quel autre combattant. Et c'est son statut de commandante qui semble importé ici pour Hérodote, et absolument pas le fait que ce soit une femme. Donc ça, c'est quelque chose d'assez novateur quand même. Et donc ce point de vue-là, ce point de vue d'Hérodote, il est en total décalage avec celui des Athéniens, pour qui elle occupe une place qui est tout à fait inacceptable évidemment en tant que femme, une femme guerrière de surcroît, on l'a dit, et puis c'est une femme qui a combattu aux côtés des barbares. Bon voilà, c'est la totale pour les Athéniens. Donc en fait, là où on a accusé Hérodote d'être biaisé par rapport à son origine, il est peut-être juste allé dans une sorte d'objectivité. Il raconte des héros grecs comme il raconte une héroïne barbare, un peu sur le même pied d'égalité. Peut-être qu'il faut venir de la région natale pour donner une chance aux femmes d'être racontées au même titre que les hommes. Oui, alors c'est toujours difficile de parler d'objectivité, même si Hérodote a cette volonté, enfin on le considère comme étant le premier historien grec, il y a quand même un début de volonté de rapporter des faits historiques, mais on a aussi quand même beaucoup de références à la mythologie, à des légendes, et donc c'est un peu le problème aussi avec le personnage d'Artémisia, c'est que on a tellement peu d'éléments sur sa vie qu'il est toujours difficile de savoir ce qui relève véritablement d'un fait historique et de la légende, d'autant que cette anecdote-là sur la bataille de Salamine, elle n'est rapportée que par Hérodote. Donc voilà, libre à nous de l'interpréter comme on l'entend après. Vous avez dit que donc Hérodote naît au moment où se déroule la bataille de Salamine, c'est ça? En tout cas, il est enfant quand Artémisia règne. Ce qui veut dire qu'en fait, il en a probablement entendu parler, voilà, parce que c'est encore un personnage contemporain dans son enfance. Qui est le public d'Hérodote? Pour qui est-ce qu'il écrit? Est-ce qu'il écrit pour des gens qui auraient aussi connu Artémisia, donc pareil, de leur vivant? Ou est-ce qu'il écrit pour la postérité? Alors Hérodote, il écrit surtout pour les Grecs, en fait. Effectivement, là, ce qui est, je trouve, très intéressant et qui fait que son témoignage est assez pertinent, c'est que il est, contrairement à beaucoup de témoignages que l'on a dans la Grèce antique, il est plus ou moins contemporain des faits, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des siècles et des siècles qui le séparent des faits. Et donc, ça nous amène à un témoignage. Donc, encore une fois, c'est difficile de qualifier ce type de source d'objective, mais il est quand même assez proche du déroulement des faits. Et donc ça, c'est quelque chose qui rend, je crois, son témoignage assez pertinent. Donc on évoquait, au-delà d'Hérodote, la présence, en tout cas la mémoire d'Artémisia dans d'autres sources antiques. Donc on évoquait Plutarque qui contredisait totalement Hérodote. Est-ce qu'on a d'autres sources avec des perceptions positives ou négatives d'Artémisia première? Oui, alors cette figure d'Artémisia, elle va devenir populaire et bien sûr d'autres auteurs vont s'en emparer, donc à la suite d'Hérodote, notamment dans des parodies en fait. Et la plus connue, c'est la mention d'Aristophane, donc un auteur comique du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui a écrit une comédie qui s'appelle Lysistrata, donc en 411, et dans laquelle il ridiculise la reine d'Halicarnasse, et aussi, au passage, les Athéniens qui sont engagés dans la guerre du Péloponnèse, donc contre Sparte, entre 431 et 404 avant Jésus-Christ. Et en fait, l'héroïne de la pièce, qui s'appelle Lysistrata, conduit les femmes des citoyens athéniens sur l'acropole, où elles vont s'y retrancher en fait, et elles n'en sortiront que lorsque les hommes arrêteront de faire la guerre. Et pour arriver à leur fin, elles se lancent dans une gigantesque grève du sexe. Et ces femmes qui ont voulu donner leur avis sur la guerre, elles vont être qualifiées dans cette comédie d'Artémisia, ce qui n'est évidemment pas très flatteur pour la reine d'Halicarnasse, puisque ici, les femmes sont moquées en fait dans la pièce, parce que justement, aux yeux des Grecs, aux yeux des Athéniens, elles n'y connaissent rien à la guerre. Le cœur des vieillards. N'est-ce pas là le comble de l'insolence? Mais je crois que mal empirera encore. Tout homme digne de ce nom doit s'empresser d'y porter remède. Mais ôtons cette tunique, il faut que l'homme sente l'homme. Il ne convient pas qu'il s'enveloppe de vêtements. Allons, nous tous, hommes aux pieds nus, qui allâmes à l'Ipsidrion de notre bon temps, aujourd'hui il nous faut rajeunir, prendre des ailes et dépouiller notre vieillesse. Car, pour peu que nous donnions prise aux femmes, elles ne mettront point de relâche à leurs efforts, elles construiront des navires, elles voudront combattre sur mer, à l'exemple d'Artémise, et nous livrer bataille. Si, une fois, elles s'adonnent à l'équitation, j'efface des rôles nos cavaliers. La femme aime grandement le cheval,
elle s'y tient ferme. Il a beau galoper, elle ne tombe pas. Vois les Amazones que Micon a représentées combattant à cheval comme des hommes. Oui, il faut s'assurer de ces femmes et leur mettre, à toutes, le carcan. Aristophane, Lysistrata. Et en fait, les Athéniens se moquent des femmes, de manière générale, qui se comportent comme des hommes, mais ils se moquent aussi d'eux-mêmes, puisqu'ils se laissent dominer par ces femmes. Donc à Athènes, par exemple, on se moque d'Artémisia, et surtout de ce qu'elle va incarner, c'est-à-dire un monde dont les normes sont complètement inversées, en tout cas d'après le prisme des Grecs, et le rapprochement dépréciatif est toujours fait entre les femmes et les barbares, et toujours avec ce point de vue athénien. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que à Sparte, par exemple, on ne semble pas du tout se préoccuper du genre d'Artémisia, du fait que ce soit une femme, ça ne semble pas être un problème, parce qu'il y a un auteur qui est plus tardif, qui s'appelle Pausanias, donc un auteur du IIe siècle, qui nous explique qu'Artémisia aurait été représentée sur la Stoa perse. Donc une stoa, c'est un monument, un portique en fait. Et en l'occurrence, ce monument-là, il était dressé sur l'agora de la cité de Sparte. Et il commémorait la victoire des Grecs lors des guerres médiques. Et on y retrouve donc Artémisia avec d'autres chefs de guerre barbares. Et apparemment, aucun commentaire n'a été fait sur le fait que ce soit une femme. En fait, elle était simplement détestée par les Spartiates, au même titre que tous les autres chefs de guerre. Non pas parce que c'était une femme, mais parce que c'était une barbare, donc une ennemie. Donc là, c'est intéressant parce qu'on voit que c'est vraiment la façon dont elle est représentée et ce qu'elle symbolise dépend simplement du point de vue de ceux qui racontent son histoire. Et ce qu'on peut constater, c'est que de manière générale, dans les récits grecs, Artémisia, elle reste souvent associée à Xerxès. Donc son rôle est souvent minimisé ou instrumentalisé. Mais après, à partir du IIe siècle après Jésus-Christ, on trouve des catalogues qui parlent notamment d'exploits de femmes. Et donc là, c'est intéressant parce que ça nous donne quand même la preuve que la tradition grecque devient un petit peu moins sexiste, en tout cas qu'il y a une évolution dans la tradition littéraire. Mais on trouve quand même toujours des auteurs comme Plutarque qui vont continuer de cantonner les femmes grecques dans un rôle très traditionnel. Et donc par exemple dans son livre La vertu des femmes, Plutarque reprend les normes de l'héroïsme féminin, c'est-à-dire des épouses fidèles à leur père, à leur mari et à leur cité. Et là, il cite à peine Artémisia, qu'il qualifie de personnage fictif, parce que selon lui, une reine ne peut s'occuper que de ses enfants et de ses morts, en fait. Donc il ne comprend pas qu'une femme puisse avoir joué un rôle si important dans l'histoire, et donc pour lui, les propos d'Hérodote ne sont que fiction. Ce bon historien enlève autant qu'il est en lui la gloire de ce conseil à Thémistocle pour la transférer à un autre. Voyez quel caractère de fausseté il prête à Thémistocle en supposant qu'il se fait honneur d'un conseil qui lui avait été donné par Mnésiphile. Puis, se moquant des Grecs, il dit que Thémistocle n'avait pas vu dans cette occasion quel était le meilleur parti, lui à qui sa prudence avait fait donner le nom d'Ulysse, tandis qu'Artémise, concitoyenne d'Hérodote, sans être avertie par personne, avait d'elle-même dit à Xerxès que les Grecs n'étaient pas en état de lui résister longtemps, qu'ils disparaîtraient devant lui et se disperseraient chacun dans leur ville. Il n'a pas manqué à Hérodote que la mesure du vers pour faire de cette Artémise une sibylle, tant elle annonce l'avenir avec précision. Aussi, Xerxès la chargea-t-il de ramener ses enfants à Éphèse. Il avait sans doute oublié d'amener des femmes de Suse afin de les reconduire puisqu'il leur fallait absolument des femmes pour les escorter. Mais je ne prétends pas relever tous les mensonges d'Hérodote, je ne m'arrête qu'à ceux qui portent un caractère d'envie et de méchanceté. En racontant le combat naval de Salamine, il emploie plus de temps à parler d'Artémise qu'il n'en met au récit de l'action. Que faut-il donc penser d'Hérodote ? Si, dans sa narration, il montre peu de savoir, tel qu'un musicien agréable, il attire et charme par l'harmonie de ses discours, mais, comme en cueillant des roses, on a souvent à craindre la piqûre des cantharides. De même, en lisant Hérodote, il faut être en garde contre ses calomnies et ses critiques amères qu'il cache sous des phrases si douces et si polies. Autrement, on prendrait, sans s'en apercevoir, des peuples et des personnages les plus illustres de la Grèce, l'opinion la plus fausse et la plus absurde. Plutarque, œuvre morale, tome 4, de la malignité d'Hérodote.
Donc Plutarque qui est un auteur latin? Oui, alors Plutarque, c'est un auteur qui a vécu entre 46 et 125 après Jésus-Christ, donc on est déjà ici dans l'Empire romain. Alors justement, pour la continuité de la mémoire d'Artémisia, que devient-elle à la fin de l'Antiquité et puis à travers le Moyen-Âge? Est-ce qu'on a encore une connaissance de ce personnage et si oui, sous quels aspects? Alors, après sa mort, on voit que parfois elle a été mystifiée en quelque sorte et que elle va dans certaines sources jouer un rôle central comme des figures comme Cléopâtre ou les Amazones encore une fois. Hein. En tout cas, elle est beaucoup évoquée en comparaison des Amazones. Mais ce qu'on constate, c'est que les réceptions qui sont postérieures à Hérodote ont quand même altéré ce souvenir héroïque qui a été vraiment forgé par l'historien. Hein. Et peu à peu, il y a deux personnages qui vont se confondre dans les sources. Et c'est notamment parce qu'elles portent le même nom. C'est donc Artémisia Ière qui va se confondre avec Artémisia II, dont j'ai parlé tout à l'heure. On comprend tout à fait la confusion. Au-delà du nom, elles ont été toutes les deux reines de Carie, reines à Halicarnasse. Donc Artémisia Ière, bien sûr, c'est notre héroïne de Salamine, et je rappelle, Artémisia II, c'était donc l'épouse et la sœur du célèbre satrape carien Mosol. Et donc les deux ont été reines de Carie, mais il faut quand même distinguer leur histoire, puisque la première, elle devient célèbre, en particulier pour ses actions politiques et guerrières, alors que la seconde, donc Artémisia II, elle, on la trouve toujours associée à Mosol, donc à son époux, même après sa mort, puisque c'est elle qui aurait œuvré pour sa mémoire à travers le mausolée. Et elles incarnent aussi deux symboles qui sont tout à fait opposés. Donc Artémisia Ière est une femme à contre-courant. Elle a un comportement qui est choquant pour les lecteurs grecs, encore une fois en particulier pour les Athéniens, alors que l'autre, Artémisia II, elle incarne quand même une épouse dévouée. C'est un symbole plus proche de ce qu'on pourrait décrire comme étant la femme grecque idéale, en fait, puisqu'elle est très dévouée à son mari, à Mosol. Donc on peut quand même se demander si Artémisia Ière a inspiré les autres reines de Carie, comme Artémisia II, et Ada à sa suite. Et en tout cas, on peut tout à fait comprendre qu'il y ait une confusion a posteriori entre Artémisia I et Artémisia II, évidemment à cause du nom, certainement à cause du peu de documentation que l'on a sur Artémisia Ière, mais aussi, certainement, par une volonté des auteurs de faire rentrer un peu plus dans les rangs et les normes une figure féminine qui était beaucoup trop en marge et émancipée. Artémisia Ière, ça ne va pas dans l'imaginaire des Grecs, et donc l'assimiler à Artémisia II, c'est quand même lui donner ce rôle de la bonne épouse qui est attendue en fait chez les Grecs. D'ailleurs, c'est assez frappant quand on cherche des images d'Artémisia Ière dans l'histoire de l'art, on ne tombe que sur des images d'Artémisia II, qui est d'ailleurs tout le temps représentée dans la même posture, où elle tient une coupe à la main et où elle s'apprête à avaler les cendres de son mari. Donc c'est pas du tout l'esprit d'Artémisia Ière qui est en train de mener des bateaux à la guerre. Quoi. Non, c'est pas du tout la même ambiance, et effectivement, là aussi, on l'a évoqué tout à l'heure, Artémisia II, on la cantonne dans ce rôle-là d'épouse dévouée, on la voit toujours dans ce moment très cérémonial après la mort de Mosol, alors qu'elle a aussi quand même mené des batailles, enfin une bataille en tout cas, elle est très intéressante aussi. Mais c'est vrai qu'on la cantonne toujours à ce rôle-là, et donc je suis pas tellement surprise. Je pense que la confusion entre les deux a été, dans bien des sources, volontaire en fait. Et donc Artémisia Ière, est-ce qu'on a des sources sur elle au Moyen-Âge, à l'époque byzantine? Alors, durant le Moyen-Âge, les sources antiques sur Artémisia, elles vont effectivement surtout être accessibles dans le monde byzantin. Et elle y est connue comme étant une stratège et une guerrière, mais sa mémoire est souvent éclipsée par d'autres figures féminines ou héroïques de l'Antiquité, et souvent elle est effacée derrière les Amazones en fait. Et dans la chrétienté occidentale, Artémisia, elle est assez rarement évoquée, on comprend assez bien pourquoi. Donc certainement parce que sa proximité avec les Perses, qui étaient perçus comme des ennemis des Grecs, en fait incarne le symbole de l'altérité dans l'Europe médiévale aussi. C'est toujours cette éternelle histoire de guerre entre l'Orient et l'Occident, finalement. Et il y avait aussi une certaine incompatibilité avec les idéaux féminins de l'époque. Enfin, c'est toujours un peu les mêmes problématiques qu'on revoit à travers les époques. Mais à partir du XIIe siècle, avec le renouveau des études classiques, Artémisia apparaît dans des compilations historiques comme étant une femme d'exception quand même. Et elle est parfois associée aussi à d'autres figures féminines qui ont exercé le pouvoir. Donc elle apparaît quand même comme étant un modèle à des réflexions sur la capacité des femmes à gouverner
et sur leur rôle dans l'histoire. Donc là, il y a quand même une évolution qui est intéressante. Et puis à la Renaissance, eh bien, il y a la redécouverte en fait des textes antiques. Et on va s'intéresser de nouveau à certaines figures de l'Antiquité et notamment à des femmes de pouvoir. Et Artémisia, à ce moment-là, elle est redéfinie comme étant une femme courageuse, rusée et même parfois impitoyable. Ce qui correspond à l'attrait de la Renaissance pour les figures fortes et souvent très controversées. Donc Artémisia, elle apparaît dans certaines pièces de théâtre de la Renaissance, mais souvent sous des formes assez romancées ou allégoriques. Et puis son image aussi toujours entre celle d'une conseillère sage ou alors d'une femme manipulatrice en fonction des sensibilités des auteurs. Et puis la figure d'Artémisia, elle est aussi parfois utilisée pour démontrer que des femmes peuvent être des dirigeantes compétentes et même surpasser des hommes dans des contextes difficiles. Donc ça, là aussi, c'est un topos de la littérature où on convoque beaucoup Cléopâtre, Jeanne d'Arc, voilà, c'est quand même des figures d'exception qui sont convoquées à différentes époques. Et c'est bien sûr au XVIIe siècle, une époque qui est marquée quand même par le goût pour les grandes figures historiques et les récits un peu spectaculaires, qu'il va y avoir une nouvelle dimension qui est donnée au personnage d'Artémisia. Et elle va devenir une figure iconographique dans l'art baroque, même si elle reste beaucoup moins représentée que d'autres héroïnes antiques, il faut le dire. Mais on trouve en Italie, par exemple, des fresques ou des sculptures qui incluent la reine comme étant un exemple de souveraine. À l'époque contemporaine et moderne, est-ce qu'on a également une place d'Artémisia dans la culture, dans la littérature, dans le cinéma ? Oui, alors on la retrouve... Là aussi, ça n'est jamais un personnage principal, donc il peut y avoir des évocations d'elle. Encore une fois, c'est pas un personnage qui a... Alors, c'est pas qu'elle a pas marqué les esprits, mais en tout cas, elle n'a pas fait l'objet de pièces qui lui seraient entièrement consacrées comme d'autres grandes héroïnes de l'Antiquité. Et c'est aussi lié aux lacunes des sources à son sujet, bien évidemment. Mais elle a toujours inspiré les artistes dans tous les domaines, puisqu'elle a été quand même très idéalisée. Et puis, elle apparaît souvent comme étant une héroïne tragique. Et puis dans la pop culture, surtout à l'époque contemporaine, c'est quand même une femme qui est très inspirante. C'est quand même une femme qui peut incarner une forme de féminisme. Mais la référence qui est la plus connue dans la pop culture, c'est évidemment le film 300, plus précisément la suite du film 300, qui s'appelle Rise of an Empire, donc la naissance d'un empire, qui est sorti en 2014. Et dans ce film, Artémisia est interprétée par l'actrice Eva Green. Alors c'est une adaptation très romancée, une adaptation des événements des guerres médiques extrêmement romancée, puisqu'il s'agit d'adaptation du roman de Frank Miller, qui s'appelle Xerxes. Donc dans le premier film 300, l'action est centrée sur la bataille des Thermopyles, avec les 300 Spartiates, ce sont eux les héros de l'histoire, et le roi Léonidas. Et dans la suite, c'est la bataille de Salamine qui est mise en scène. Et donc dans le film, Artémisia est représentée comme une redoutable stratège et une guerrière assez cruelle, il faut le dire. Et donc évidemment le scénario, il est assez éloigné des faits historiques. Donc attention, spoiler alerte pour ceux et celles qui n'ont pas vu le film. Par exemple, on prête à Artémisia une relation sexuelle avec le général athénien Thémistocle. Bien sûr. Évidemment. C'est une femme, même si elle est reine et guerrière, il faut quand même qu'il y ait une petite relation, alors j'allais dire amoureuse, non là c'est pas le cas en l'occurrence. Donc on la voit dans cette espèce de rapport assez ambigu tout au long du film avec Thémistocle. Et aussi dans le film, elle se fait assassiner par Thémistocle justement lors de la bataille, ce qui n'est pas le cas dans l'histoire racontée par Hérodote. Donc là aussi on a un petit rajout de tragédie dans le film. Et donc attention, je suis pas en train de dire qu'il faut pas regarder ce film, parce que personnellement j'ai trouvé que c'était un très bon divertissement. Et puis il faut aussi dire qu'il a contribué à populariser le personnage d'Artémisia auprès du grand public, parce que beaucoup de gens ne connaissaient pas ce personnage-là, et je sais que par exemple dans mon entourage, certaines personnes sont allées faire des recherches ensuite sur Artémisia, parce que c'était un personnage qui les intriguait. Mais voilà, ça reste évidemment une fiction qui prend tout un tas de libertés sur les sources historiques. De la même façon, elle est présentée comme une ancienne esclave et orpheline alors qu'elle était quand même reine, satrape et tyran, c'est dommage. Oui. Et puis le film explique que c'est elle quand même qui a beaucoup encouragé Xerxès à faire cette guerre, alors que dans la vérité, elle l'a plutôt déconseillé d'y aller. Oui, exactement. Elle le déconseille dans ce qu'on en sait en fait de l'histoire.
Et après, le roi, qui a la décision finale, va quand même partir en guerre et elle lui prête allégeance et elle va combattre de son côté, effectivement, par fidélité à l'Empire achéménide. Mais non, c'est pas elle qui est à l'origine de cette décision au départ, non. Oui, donc en fait, elle est sexualisée, sensualisée, et puis présentée comme vraiment presque assoiffée de pouvoir, alors que dans les sources antiques, c'était pas du tout le cas. Oui, et puis on a l'impression... Là, je pense qu'il y a eu une volonté de mettre en avant la barbarie des Perses, quoique elle n'est pas perse, mais parce qu'elle est représentée dans le film comme étant, impitoyable, assez cruelle. Bon, c'est toujours très caricatural quand on voit ces deux films où on a évidemment d'un côté... C'est tous les stéréotypes en fait qui sont mis en place, stéréotypes qu'on retrouve déjà dans les sources antiques, donc c'est intéressant quand même, mais c'est très stéréotypé puisqu'on a d'un côté les gentils, les Grecs qui sont les représentants de la civilisation, des peuples épris de liberté qui vont lutter contre l'envahisseur barbare, les esclavagistes cruels, et du coup Artémisia, elle c'est évidemment un entre-deux puisqu'elle est mixo-barbare, elle a un peu ces deux cultures. Mais elle s'engage du côté des Perses, donc elle est décrite comme une barbare et caricaturée aussi de la même façon. On sent peut-être une petite identification des Américains aux Grecs dans leur combat pour la liberté. Légèrement, oui. oui, non, mais c'est très visible dans le film. Est-ce que tu te souviens comment est-ce que tu as découvert Artémisia pour la première fois? Et en tout cas, ce qui te parle et t'a parlé chez elle? Oui, alors la toute première fois, c'était quand j'étais étudiante en lettres classiques et que j'ai eu un cours d'histoire sur les guerres médiques et il y a eu une très brève évocation d'Artémisia et ça m'a beaucoup intriguée et dans le cadre de ce cours, j'ai été faire d'autres recherches et j'ai un peu découvert le personnage par moi-même comme ça. Et puis après, c'est bien plus tard, quand j'étais en thèse, j'ai fait ma thèse sur la Carie justement. Et en débroussaillant toutes les sources à ma disposition sur la Carie, j'ai été amenée à côtoyer cette femme. Et évidemment que tout de suite, elle m'a toujours fascinée et j'ai tout de suite eu envie d'en savoir plus sur sa vie, le contexte dans lequel elle a été amenée à participer à cette guerre. Et alors c'est vrai que c'est très frustrant puisqu'on ne sait pas grand-chose d'elle, mais en tout cas, je trouve que c'est un personnage absolument essentiel dans la compréhension de l'histoire de l'Asie mineure, même des guerres médiques de manière générale, parce que elle incarne vraiment tout un tas de choses. Bien sûr, c'est se poser la question de la place des femmes dans l'Antiquité, pas simplement en Asie mineure, mais de manière générale. Donc elle fait figure d'exception, donc ça c'est passionnant. Mais c'est aussi, à travers ce personnage, c'est une porte ouverte vers l'étude de ce qu'on appelle ces mixo-barbares, l'étude de l'altérité, du point de vue des Grecs sur ce conflit, parce que c'est toujours la même histoire. Qui nous raconte le conflit des guerres médiques? Ce sont les Grecs, ce sont des hommes déjà, et ce sont des Grecs, souvent des Athéniens. Et donc là, avec le témoignage d'Hérodote, on touche à quelque chose d'un peu plus intéressant, puisque lui-même est originaire d'Halicarnasse. Et donc à travers ce personnage d'Artémisia, c'est ça aussi que l'on étudie, c'est à ça aussi que l'on a accès, c'est la question de l'altérité et la question de la place des femmes. Donc même si on a peu d'éléments sur sa vie à elle, c'est vraiment une porte d'entrée pour des sujets plus vastes sur les questions du genre et les questions d'ethnicité dans le monde grec en fait. Ça va peut-être se recouper, mais la question avec laquelle je clôt chaque épisode, c'est pourquoi est-ce que tu penses que c'est important qu'on parle, qu'on continue de parler d'Artémisia aujourd'hui? C'est important parce que je crois que c'est inspirant et que à toutes les époques, il y a quand même eu une tradition d'effacer les femmes de l'histoire, de les rendre invisibles, ou quand elles ont réussi à se maintenir dans les sources, comme c'est le cas d'Artémisia, on en parle encore aujourd'hui, mais à travers l'histoire, elle n'a pas été totalement effacée, mais elle a été parodiée, mais on a remis en doute la parole d'Hérodote. Donc il y a quand même cette démarche de masculiniser l'histoire, et je crois que c'est important que l'on garde en tête qu'il n'y a pas que les hommes qui ont fait l'histoire, et il faut parler de ces modèles de femmes parce qu'elles peuvent être inspirantes pour les générations futures, tout simplement. Mais c'est aussi, il faut le dire, important de raconter une histoire plus égalitaire et de revenir sur des éléments de l'histoire que l'on a trop souvent mis de côté pour essayer de raconter la véritable histoire. Et là, je ne parle pas de l'histoire grecque en particulier, mais de manière générale, évidemment. Merci beaucoup, Joy, pour nous avoir rejoints sur le podcast aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée, c'était un plaisir.
Vous venez d'écouter un épisode de La nymphe et la sorcière, le podcast où les expertes d'aujourd'hui racontent les héroïnes d'hier. Je m'appelle Servane Ardouin-Delorme et vous pouvez me retrouver à la réalisation, à l'écriture et au montage de cet épisode. La musique que vous entendez au générique a été créée par Mathilde Desanges, les recherches documentaires ont été effectuées par Laetitia Port-Louis et les illustrations réalisées par Morwena Descotes, alias le Palais des Courants d'Air sur YouTube. Une sacrée team de dames, dans le podcast comme dans la vraie vie, que je remercie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur la plateforme où vous nous écoutez, à nous mettre des petits pouces, des likes, voire des commentaires que nous lisons toujours avec bonheur. Enfin, vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur Instagram ou sur YouTube @la nymphe et la sorcière. Merci pour votre écoute et à très bientôt.